Ce matin, on nous a, avec grande précision, montré que nous vivons au século de nada, comme disait Gustave Korsauer. Oui, tous ces dangers, ces menaces qui nous environnent. Et nous disions que le thème d'aujourd'hui convient parfaitement à la gravité des temps. Nous poursuivons cet après-midi avec l'intervention de Philippe Pichot-Bravard, qui enseigne l'histoire du droit, c'est bien cela, à l'Université de Brest, qui est aussi actif ailleurs, en particulier à Griciliano, ça nous dit quelque chose. Oui, à l'ICES. Et à l'ICES, oui. Et il se trouve qu'il fut l'étudiant de celui qui nous prendra la parole ensuite. Donc il y a une après-midi patricienne, si l'on peut dire. Et pour l'instant, nous allons nous pencher sur la question de légitimité et représentation, Ancien Régime et Révolution. Je lui laisse la parole. Un grand merci. Je suis très heureux d'être cet après-midi parmi vous pour aborder ce thème essentiel de la légitimité. Thème qui est au cœur de notre actualité dans cette quinzaine folle de discussions électorales intenses où il est beaucoup question du pouvoir, beaucoup question de la législation, de celui ou de celle qui exercera le pouvoir à l'avenir, mais où finalement il est peu question des points essentiels de la réflexion politique, c'est-à-dire des notions de bien commun. La notion de bien commun a été peu présente, peu utilisée, le mot lui-même apparaît très rarement dans le discours. On pourrait compter sur les doigts d'une main les candidats qui l'ont abordé ne serait-ce qu'une seule fois. La question du bien commun, la question de la légitimité elle-même, que l'on confond trop souvent à notre époque avec la notion de légalité. Alors, cette notion de légitimité, elle est une notion absolument essentielle dans la réflexion qui entoure l'organisation de la cité. Elle se décline en deux volets. Celui de la légitimité du gouvernement, d'une part, et celui de la légitimité de la loi, ensuite. Bien. La question, elle a été soulevée il y a très longtemps. Il y a très longtemps que cette question de la légitimité suscite des réflexions, des débats, des discussions. Il faut remonter à la Grèce antique pour prendre conscience des définitions, pour prendre conscience de l'acuité de la difficulté. Dans une pièce de théâtre de Sophocle, Antigone, le problème de la légitimité de la loi et derrière la légitimité de la loi, de la légitimité du pouvoir, du gouvernement, était posé en des termes très simples. Je vous rappelle l'histoire que raconte cette pièce. Un soulèvement avait eu lieu dans la ville de Thèbes contre le gouvernement du roi Créon, et celui-ci avait pris un décret vouant à la mort les rebelles, qui jusque-là ne soulèvent pas de difficultés particulières, mais interdisant de donner une sépulture aux rebelles qui seraient tués au cours de la répression ou
après celle-ci. Or, priver de sépulture un mort, c'est d'une part le poursuivre de sa vengeance au-delà de la mort, mais c'est aussi interdire aux proches, à la famille, aux amis de rendre à leurs défunts leur devoir. Et puis, enfin, dans la mentalité grecque, c'est condamner cette âme à errer jusqu'à la fin des temps, bien, à ne jamais trouver le repos. Bien. Or, parmi les rebelles, à la tête des rebelles, il y a Polynice, le propre neveu de Créon, auquel sa sœur Antigone donne une sépulture, refusant d'obéir au décret du roi Créon. Et Créon lui demande des comptes. « Connaissais-tu le décret que j'ai édicté ?» Et elle lui répond « Oui, bien sûr, comment ignorer ce décret ?» Et elle assume le choix qu'elle a fait. « Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines, loi non écrite, celle-là, mais intangible. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est depuis l'origine qu'elles sont en vigueur, et personne ne les a vues naître. » Antigone fait appel de la décision de Créon devant une instance supérieure. Elle confronte l'ordre légal, le décret édicté par Créon, à un ordre juridique supérieur. Elle pose la question de la légitimité et souligne qu'une loi n'appelle le respect que dès lors qu'elle est légitime, qu'il ne suffit pas qu'elle soit l'expression de la volonté de ceux qui ont le pouvoir pour s'imposer, mais qu'elle doit être conforme à cet ordre juridique supérieur, à cet ordre naturel qui est l'expression de la volonté du Créateur, à cet ordre qui permet d'assurer que le décret, que la loi en question est juste et bonne. Voilà. Alors derrière cette opposition entre Créon et Antigone, qu'Antigone paiera de sa vie, donnant tout son prix à sa démonstration, les choses valent parce que l'on est en mesure de risquer pour elle. Or, elle a risqué sa vie, elle a donné sa vie, montrant à quel point tout cela avait une très grande valeur. Derrière cela, il y a deux grandes conceptions du droit. Deux grandes conceptions du droit qui marquent la réflexion juridique depuis l'Antiquité. D'un côté, il y a ceux qui, à l'instar d'Antigone, considèrent que les notions de droit, de justice et d'équité sont étroitement liées et que le droit a pour vocation de faire régner la justice dans la cité. Et que par conséquent, il ne suffit pas que celui qui a le pouvoir donne un ordre pour que cet ordre ait une valeur juridique. Pour que cet ordre ait une valeur juridique, encore faut-il qu'il soit légitime, c'est-à-dire conforme à cette finalité qu'est le bien commun, à cette recherche de la justice et de l'équité. C'est la conception que défend Socrate face aux sophistes, face à Gorgias, face à Protagoras, qui, à l'inverse, affirme que l'homme est la mesure de toute chose et que, quelles que soient les choses, je cite ici les idées de Protagoras que reformule Socrate, quelles que soient les choses qui apparaissent à chaque cité comme justes et bonnes, elles demeurent justes et bonnes pour la cité tant qu'elle le décrète. Et là, nous avons la deuxième conception du droit qui considère le droit comme simplement l'expression de la volonté de ceux qui exercent la souveraineté, de ceux qui exercent le pouvoir. Qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse d'un petit groupe d'hommes ou qu'il s'agisse de l'ensemble du peuple. Voilà. Donc d'un côté, une conception volontariste, de l'autre, positiviste, celle de Créon, celle des sophistes, de l'autre, une conception qui
reconnaît l'autorité au-dessus de la loi des hommes d'un droit naturel. Alors, ces deux conceptions, elles engendrent toute une réflexion quant à la légitimité du gouvernement. La pensée classique, c'est-à-dire la pensée développée par les disciples de Socrate, Xénophon, Platon, plus tard Aristote, insiste sur la finalité du gouvernement. Selon Aristote, le gouvernement peut poursuivre deux finalités. La première est le bien commun, la deuxième, c'est l'intérêt de ceux qui gouvernent, ou de celui qui gouverne. Bien. Tout gouvernement qui n'a que le souci de l'intérêt de ceux ou de celui qui gouverne est un gouvernement tyrannique. Bien. Tout gouvernement qui est au service du bien commun est un gouvernement qui est bon et légitime. Vous voyez, nous sommes, dans cette pensée classique, dans un cadre mental qui est l'exact opposé du nôtre. Aujourd'hui, la légitimité est évaluée en fonction de l'origine du pouvoir. Et les journalistes, les commentateurs, les spécialistes, les hommes politiques, habituellement considèrent, pour la grande majorité d'entre eux, voire la quasi-totalité d'entre eux, légitime tout gouvernement qui est issu d'élections organisées de manière régulière. Bien. La pensée classique ne raisonnait pas du tout ainsi. Peu importe le mode de transmission du pouvoir, peu importe, ce qui compte, c'est que ceux qui sont à la tête du gouvernement soient au service du bien commun. La légitimité se mesurait à l'aune de la finalité poursuivie. Le bien commun, c'est-à-dire la recherche de la justice, la recherche de l'équité, et là vous retrouvez les considérations tenues à l'instant s'agissant de la définition de la loi, la justice, l'équité, la paix, la recherche de la paix et la sécurité de la cité, la satisfaction des besoins élémentaires, point sur lequel insiste saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle. Et puis, le bien commun, c'est aussi la communauté du bien, c'est-à-dire la communauté des gens de bien qui veulent bien vivre, vivre selon le bien, selon le juste, selon le vrai. Voilà. Il y a donc une dimension morale dans cette idée de bien commun. Et c'est la grande différence avec cette notion d'intérêt général qui est beaucoup plus employée dans le discours politique aujourd'hui. L'intérêt général et le bien commun, ce n'est pas la même chose. Et la source de ces deux notions n'est pas la même. La source de la notion d'intérêt général, c'est la pensée libérale de la fin du XVIIe siècle. C'est la pensée de John Locke et plus tard de Montesquieu. L'intérêt général, c'est l'intérêt de la collectivité. Mais le bien commun, c'est la communauté des gens de bien. Il y a une notion morale, une notion de recherche de la justice, de l'équité, qui est absente dans la notion d'intérêt général, qui consiste simplement à concilier les intérêts particuliers entre eux. Voilà. Donc dans cette idée de communauté du bien, eh bien, il y a cette idée de l'amitié politique, qui occupe une place importante dans la pensée d'Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque notamment, qui occupe une place importante chez Cicéron, qui occupe une place importante chez saint Thomas d'Aquin et dans toute la pensée classique jusqu'au XVIIe siècle. L'amitié politique, l'idée que le lien social repose sur l'amitié. Alors, là encore, rappelons certains éléments essentiels. Il y a deux conceptions de la société depuis la Grèce antique. Il y a ceux qui considèrent que la société est naturelle à l'homme, qu'elle est un fait de nature, c'est ce que souligne Aristote, que la société repose d'abord sur la famille, sur la communauté d'habitants, elle-même famille de famille,
que la famille a une existence naturelle, parce que l'enfant qui naît dans un groupe qui lui est antérieur, qui est constitué au minimum de son père et de sa mère, éventuellement de grands-parents, d'oncles, de tantes, de cousins, de frères et sœurs qui sont nés avant lui. Et par conséquent, si la famille est l'entité élémentaire de la cité, alors évidemment le lien social repose sur un lien d'affection, un lien de bienveillance, ce lien d'amitié dont parlent Aristote et Cicéron, et dont ils affirment qu'il est du devoir du gouvernement de veiller à l'entretenir. Voilà. Alors que l'autre conception de la cité, la conception individualiste, nominaliste, contractualiste, est une conception qui, à l'inverse, considère qu'il n'y a pas de groupes sociaux naturels, qu'il n'y a que des individus, des êtres isolés qui, à un moment donné que personne n'est incapable de dater et de rattacher à un événement précis, se seraient regroupés, associés par un contrat et auraient donné naissance aux institutions, aux lois, à toute l'organisation sociale. Et que par conséquent, toute l'organisation sociale, famille comprise, est tout à fait artificielle, est le fruit d'un accord de volonté, d'où l'importance de la loi, expression de la volonté générale, dans cette conception de la société. C'est un contrat qui crée la société et c'est la loi ensuite qui établit toutes les institutions, qui donne une consistance à toutes les associations possibles et imaginables et qui par conséquent peut les remodeler. Et vous sentez bien que les difficultés que nous avons aujourd'hui, notamment quant à la défense de la famille, découlent de cette conception de la société. Voilà. Parce qu'à partir du moment où l'on considère que la famille n'est pas naturelle, mais qu'elle est le fruit d'un accord de volonté, qu'elle est artificielle, eh bien cette famille contractuelle, on peut la redéfinir à sa guise, selon la fantaisie du moment. Voilà. Et sans se soucier de la nature. Voilà. Et en fait, lorsque, pour combattre certaines évolutions récentes, je pense au Pax en 1999, je pense au mariage entre personnes de même sexe en 2013, on invoque le mariage républicain, ça n'a pas de sens. Parce qu'on invoque la source de toutes ces évolutions-là. Le basculement, il n'a pas eu lieu en 1999, il a eu lieu en 1791. Lorsque dans la Constitution de 1791, les constituants ont inscrit noir sur blanc que le mariage n'était qu'un contrat. Voilà. À partir de là, c'est un contrat entre deux êtres, un homme et une femme pour commencer, mais finalement, on peut envisager toutes sortes d'autres solutions s'il ne s'agit que d'un contrat. Voilà. Donc le basculement, il a eu lieu en 1791, 1792, et ce qui est arrivé au cours de ces dernières années n'est que la conséquence logique de ce qui a été fait à cette époque-là. Voilà. Alors, la pensée classique, représentée par les disciples de Socrate, par Cicéron, plus tard par la pensée chrétienne, par saint Augustin, plusieurs siècles après, au XIIIe siècle, par saint Thomas d'Aquin, a profondément nourri les institutions de l'ancienne France, leur conception de la loi, leur conception du gouvernement et leur conception de la légitimité du gouvernement. Il faut ici décrire en quelques mots ce qu'étaient ces conceptions. D'abord, la conception de la loi. La loi, dans l'ancienne France, et pour cette philosophie classique, elle est non pas l'acte de volonté de celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire dans l'ancienne France du monarque absolu. Elle est d'abord l'acte qui permet le règne de la justice. La loi est définie en fonction de sa finalité. Saint Augustin est très clair là-dessus. La loi, c'est l'acte qui permet, c'est le commandement qui permet de faire régner la justice. Voilà. La loi est définie en fonction de sa finalité. Et Saint Augustin insiste sur le fait que
Une loi injuste n'est pas une loi. Il n'est pas possible qu'il y ait une loi injuste, parce que la justice est dans la définition même de la loi. Voilà. D'autre part, saint Thomas d'Aquin définit la loi comme l'acte de la raison pris par ceux qui en ont le pouvoir, celui ou ceux qui en ont le pouvoir, en vue du bien commun. Vous voyez, là encore, la finalité du bien commun, l'acte de la raison, l'origine est secondaire. Et donc nous sommes, dans cette ancienne France, dans un monde dans lequel la loi occupe beaucoup moins de place qu'aujourd'hui. Et ce, pour deux raisons. La première tient à la relation entre l'État et la société. C'est-à-dire que la société est considérée comme naturelle. Il y a des corps sociaux naturels. La famille est naturelle. La communauté d'habitants est naturelle. Les corps de métier, etc. Et donc toute cette société, tous ces corps sociaux que l'on appelle intermédiaires, tous ces corps sociaux naturels ont une existence indépendamment de l'État. Et donc se dotent de règles sans avoir besoin que l'État vienne y mettre son nez. Bien. Donc la société a une vie qui lui est propre et qui fait que l'État n'intervient que pour fixer les règles collectives et pour fixer quelques règles importantes. C'est tellement vrai que jusqu'en 1789, le droit privé repose essentiellement sur des sources qui ne sont pas étatiques. C'est-à-dire la coutume. La coutume, c'est un usage de la population. Un usage de la population, au départ inconscient ou semi-conscient, dont on prend conscience à l'occasion d'un conflit juridique. Que doit-on faire? On regarde quel est l'usage, on convoque les sages, lorsque la coutume n'est pas encore écrite, on convoque les sages. Quel est l'usage dans votre communauté? Si tous les sages, tous les anciens confirment qu'il y a un usage ancien, alors effectivement, cet usage est reconnu et cet usage devient coutume. Elle est reconnue par le juge, chacun constate l'existence de cet usage et cet usage devient coutume. Eh bien, l'essentiel du droit privé était régi par la coutume, y compris le droit pénal. Il n'y a pas de code pénal. Tout repose principalement sur la coutume et sur la jurisprudence des cours supérieures. D'autre part, puisque la loi est l'outil du règne de la justice, ce qui est premier, c'est la justice. Et par conséquent, ce qui importe, c'est d'arriver à une décision juste et équitable, et non pas de faire respecter un commandement. À partir de ce moment-là, tous les moyens qui permettent de tendre à cet objectif sont bons. D'où le fait que ce droit de l'ancienne France, il présente ce caractère très éparpillé, parfois un peu confus. On mobilise la coutume, on mobilise la doctrine, la sagesse juridique des siècles accumulés, on mobilise la jurisprudence pour trouver, et puis la loi, pour trouver une décision équitable, pour trouver une décision qui est juste. Bien. Alors l'une des conséquences de cela, ça a été la mise en œuvre à partir du XIVe siècle de toute une procédure permettant de permettre au monarque absolu d'édicter des lois justes. Le roi est un homme faillible, qui peut se tromper, qui est sujet à être trompé lui-même, et par conséquent, et qui en a conscience, et qui par conséquent a souhaité très tôt, c'est-à-dire au moment où l'activité législative se développe, au début du XIVe siècle, se prémunir contre le risque d'édicter des commandements injustes, édicter des lettres patentes injustes, contraires à la raison, ce qui serait contraire à sa mission, qui est de faire régner la justice.
Quelle est la procédure que l'on met en place? Dès les années 1318-1320, le roi d'abord confie au chancelier, qui est le garde des sceaux, le soin, lorsqu'il scelle les lettres, de les examiner et de vérifier qu'il n'y a rien de contraire à la droite raison et à la justice, de procéder à un premier contrôle. Et notamment 1318-1320, l'ordre est de ne pas sceller les lettres qui viendraient aliéner le domaine de la couronne. Bien. Puis, un peu plus tard, ce contrôle va s'étendre à toutes les dispositions contraires à la droite raison et à la justice. Et puis, deuxième vérification, deuxième précaution, on demande à la Chambre des comptes, c'est le roi Philippe V, de ne pas enregistrer ces lettres qui viendraient aliéner le domaine de la couronne si le chancelier, dans le cas où le chancelier les aurait tout de même scellées. Et en 1344, un quart de siècle plus tard, Philippe VI étend cette règle à toutes les dispositions, demandant au Parlement, c'est-à-dire aux cours de justice, en l'espèce le Parlement de Paris, puisque pour l'instant il n'y a qu'un Parlement à Paris, de ne pas enregistrer les lettres qui seraient contraires à la droite raison et à la justice, les lettres qui sont qualifiées d'iniques, d'injustes et de subreptices. Et l'air de rien, vous avez là les prémices d'un contrôle de constitutionnalité. Vous avez quelque chose qui annonce et qui en même temps est différent et qui vise à ce que la législation royale soit toujours, autant que faire se peut, respectueuse de cette finalité justicière. Voilà. Lorsque le Parlement trouve des dispositions contraires à la droite raison et à la justice, que se passe-t-il? Eh bien, il a pour mission de ne pas enregistrer et d'adresser des remontrances, les fameuses très humbles remontrances, qui sont un devoir de conseil, initialement, le roi ayant l'attention attirée par les magistrats sur les conséquences fâcheuses de l'enregistrement de ses volontés. Voilà. Alors habituellement, le roi s'y range. Ah, effectivement, il y a une difficulté dans ce texte qui n'avait pas été vu. Donc on corrige, ou alors on précise l'interprétation qui doit être donnée. Parfois, il s'entête, parce que face à la logique des principes, il y a une autre logique, celle des réalités du gouvernement, celle des nécessités du gouvernement, celle que l'on appellera, à partir de la fin du XVIe siècle, à partir de la publication d'un ouvrage de Botero, de la Ragione del Stato, la raison d'État. L'opposition entre deux logiques différentes qui amènent le roi parfois à passer outre et à imposer sa volonté. Ce sont des cas qui sont assez rares, mais qui sont spectaculaires parce que le Parlement, soucieux de défendre les principes, très sûr de ce qu'il est et de la dignité de ses fonctions, ne cède jamais et revient toujours à la charge. Alors face à cette conception, la Révolution française va amener une nouvelle conception de la légitimité, une nouvelle conception de la légitimité du gouvernement et de la légitimité de la loi. Le texte fondateur à cet égard est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été rédigée entre le 4 et le 27 août 1789. J'ouvre ici une parenthèse en m'appuyant sur les travaux de notre maître commun, Xavier Martin. Contrairement à ce que l'on dit partout, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a jamais été votée le 26 août 89. C'est pas vrai, c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que le 27 août au matin, les députés, assez mécontents de leur travail, ont décidé de suspendre ce travail et ont décidé qu'ils ne le termineraient que quand ils auraient terminé la Constitution, n'imaginant pas que ça leur prendrait 2 ans. Et de fait, quand en août 91 la Constitution a été terminée, les députés ont voulu reprendre la déclaration. Et là, l'argument a été soulevé que cette déclaration avait acquis une notoriété telle qu'il n'était plus possible d'y apporter la moindre modification. Donc on l'a gardée telle qu'elle. Mais comme on n'en était pas content, on ne l'a pas intégrée à la Constitution. On a simplement repris quelques droits et libertés à minima, dont on a fait le titre premier de la Constitution de 1791. Et si vous comparez les deux textes, vous voyez bien que le titre premier est beaucoup moins ambitieux que la déclaration elle-même. Et puis c'est ce titre premier qui a eu une portée juridique. Voilà. Quant à la déclaration, elle est restée là,
à l'état de texte symbolique, de déclaration de principe. Et en 1793, d'ailleurs, on en rédigera une autre, et en 1795, une troisième, sans reprendre celle de 89, qui aura donc une grande portée morale. On s'y réfère, mais dans le même temps, on ne peut pas s'appuyer sur elle devant les tribunaux. Voilà. Alors, dans cette déclaration des droits, il y a une tension très forte entre les articles 2 et 6. Et dans l'article 6, vous avez, je crois, le cœur de la déclaration. L'article 2 définit des droits naturels et imprescriptibles, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Bien. L'article 1er avait déclaré que les hommes naissaient libres et demeuraient libres et égaux en droit. On est dans le même esprit, et à la fin de la déclaration, on a un article sur la propriété inviolable et sacrée. On viendra sur ces deux articles qui sont intéressants en soi. Remarquez que les auteurs de la Déclaration des droits, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée constituante, n'ont pas inventé cette notion de droit de l'homme. D'abord, vous avez une déclaration américaine qui date de 1776, qui a servi d'inspiration. Vous avez une déclaration des droits en Angleterre en 1689, après la seconde révolution anglaise, qui est le contrat que le Parlement anglais a imposé à Guillaume d'Orange pour le reconnaître comme roi. Et puis, l'expression droit de l'homme figurait chez quelques auteurs au XVIIIe siècle, et pas n'importe lesquels. Et assez curieusement, pas les plus progressistes. Le chancelier d'Aguesseau, par exemple, dans ses méditations métaphysiques. Lamoignon de Malesherbes, président de la Cour des Aides, futur ministre de Louis XVI. Jacob-Nicolas Moreau, un philosophe hostile aux philosophes, un philosophe anti-encyclopédiste, et qui a été choisi pour cette raison pour être précepteur des petits-fils de Louis XV. Et puis le futur Louis XVI, le duc de Berry, utilise l'expression. Mais quand il parle de droit de l'homme, il ne parle pas de la même chose. Quand on lit le futur Louis XVI, qu'est-ce qu'il dit quand il parle de droit de l'homme? Il parle de la liberté, oui, de la propriété, oui, de la vie et de l'honneur. Il y en a deux qui sont communs et deux qui sont différents. Et quand on y réfléchit un petit peu, le futur Louis XVI et Jacob-Nicolas Moreau, son maître, puisent leur inspiration dans le décalogue. La vie, tu ne tueras point. L'honneur, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu honoreras tes pères et mères. La propriété, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Et la liberté, qui est dans la nature de l'homme. Bon. Donc la source d'inspiration n'est pas du tout la même. Le futur Louis XVI puise dans le décalogue, là où les constituants puisent dans la philosophie libérale, dans les idées de John Locke. L'inspiration n'est pas la même. Et puis, il y a entre cet article 2 et l'article 6 une tension. Parce que l'article 2 proclame des droits, mais l'article 6 définit la loi comme l'expression de la volonté générale. Point. L'expression de la volonté générale. Et donc, l'article 6 donne une nouvelle définition de la loi. La loi n'est plus définie en fonction de sa finalité, la justice, mais en fonction de son origine. Par conséquent, la relation entre la justice et la loi se trouve inversée. Ce n'est plus la loi qui est l'instrument du règne de la justice, c'est désormais la justice qui va être l'instrument du respect de la loi et qui va consister à faire respecter le commandement du législateur, la volonté du législateur. Autre conséquence, la loi absorbe tout le droit. Les autres sources du droit perdent toute légitimité puisqu'ils ne sont pas l'expression de la volonté générale. Et puis enfin, il n'y a plus au-dessus de la volonté générale, de la volonté du législateur, cet ordre naturel qui était au-dessus de la volonté du monarque absolu de droit divin jusqu'en 1789. Donc il y a un renversement complet de la notion de légitimité et de la définition de la loi, et le fait que les notions de légitimité et de légalité vont désormais se superposer. On va considérer que tout ce qui est légal est ipso facto légitime.
ce qui offre au pouvoir législatif un pouvoir beaucoup plus considérable que celui dont il disposait jusque-là. Le véritable absolutisme, c'est un absolutisme d'assemblée qui a été mis en place en 89. Voilà. Alors, l'expression elle-même de cette volonté générale soulève quelques difficultés. Et puis, d'autre part, le contenu même des droits soulève des difficultés. Évoquons le contenu des droits et ensuite l'expression de cette volonté générale, qui nous conduira à évoquer le problème de la représentation. Le contenu de ces droits, la consistance de ces droits, Edmund Burke, très tôt, a mis en valeur très justement le fait qu'il y avait un conflit entre une distorsion entre les droits proclamés de manière abstraite et les droits concrets, et que ces droits abstraits pouvaient être dangereux pour les libertés concrètes. Et l'Assemblée constituante s'est donné beaucoup de mal pour donner raison à Edmund Burke. Prenons l'article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Que fait l'Assemblée constituante? Elle organise le système électoral de manière censitaire, en répartissant les citoyens entre 4 catégories censitaires. Les citoyens passifs, moins de 3 francs d'impôt, ça représente quand même 40% des hommes, c'est pas rien. Eux, ils regardent passer les événements, ils regardent passer le train, ils sont spectateurs. Les actifs, qui ont le droit de voter, entre 3 et 10 francs d'impôt. Et puis, au-dessus de 10 francs d'impôt, il y a les actifs éligibles, car quand on est actif, on peut voter, mais on ne peut pas être élu. Si vous voulez siéger au conseil municipal, il faut être éligible. Si vous voulez être élu dans une assemblée d'électeurs pour participer à l'élection des députés ou des administrateurs, il faut être éligible. Et pour ça, c'est plus de 10 francs d'impôt. Et là, 10 francs d'impôt, il ne reste plus que 25% des hommes. Voilà. Et si vous voulez être élu député, alors là, ça coûte plus cher. Ce n'est pas 10 francs d'impôt, c'est une cinquantaine, 54, je crois, 53 ou 54 francs. Enfin, c'est autour de ce chiffre. Bref, 4 catégories censitaires. Les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils sont peut-être nés égaux en droit, mais ils ne le sont pas demeurés bien longtemps. Deuxièmement, il y a le décret du 15 mai 1791, où il est question du statut de la main-d'œuvre employée sous les tropiques, et que le langage commun qualifie d'esclave. Et l'on décide de ne pas apporter de modification au statut des personnes non libres employées sous les tropiques. Bien. Donc l'esclavage demeure. L'esclavage demeure. Donc naissent et demeurent libres et égaux en métropole. Outre-mer, c'est une autre chanson. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le débat lui-même. Sur quoi s'est-on battu? Pas sur la question de savoir si on allait maintenir ou non l'esclavage. Non, Robespierre intervient, car c'est lui qui intervient, pour dire, dans le décret, il ne faut pas mettre esclave. Il faut trouver une autre expression, il faut mettre non libre. Parce que si vous mettez esclave, vous tuez la Constitution. Donc on va mettre non libre, comme ça on respecte la Constitution. Concrètement, ça ne change pas grand-chose à la situation, mais ça ne change même rien du tout à la situation de ceux qui travaillent dans nos plantations. Mais on voit là, en fait, toute la conception nominaliste du langage. Toute la conception nominaliste du langage, les choses n'existent que par les mots dont on se sert pour les qualifier. Donc, puisqu'on ne parle pas d'esclaves dans le décret, c'est qu'il n'y a plus d'esclaves. Voilà. Ils sont simplement non libres. Voilà. Alors, évidemment, là, Robespierre inaugurait un travers de langage qui, aujourd'hui, est devenu omniprésent. Voilà. Il est inutile de donner des exemples. Ils apparaissent quotidiennement dans la lecture des journaux ou dans l'écoute de la télévision pour ceux qui l'écoutent encore, ce qui, je vous l'avouerai, n'est plus mon cas depuis très longtemps. Alors, deuxième aspect, la question de la représentation. Comment s'exprime la volonté générale? Et là, on touche à un point très important. À la fin du mois d'août 89, il est dit que la loi est l'expression de la volonté générale qui s'exprime ou par des représentants ou par le peuple directement. On n'a pas tranché.
on n'a pas pris de décision. Il y a des influences contradictoires. 3 semaines plus tard, on tranche le débat. L'abbé Sieyès, l'auteur de « Qu'est-ce que le tiers-État ?», qui a eu une influence considérable dans la définition de la régénération révolutionnaire. L'abbé Sieyès monte à la tribune le 7 septembre 89 et explique ceci aux députés. « Nous avons le choix entre 2 formes de régime, dit-il, la démocratie ou le régime représentatif. » Et il explique. La démocratie, c'est le régime dans lequel les citoyens décident eux-mêmes de la loi à laquelle ils vont obéir. Le système représentatif, c'est le régime dans lequel les citoyens élisent des représentants qui décideront à leur place, en leur âme et conscience, et en échappant à tout contrôle. Pas question de révoquer le représentant en cours de mandat. C'est une vieille idée jacobine, défendue en 93 par les sections de sans-culottes et dont on a entendu quelques échos au cours de ces dernières semaines dans la bouche de celui qui se veut l'héritier de ce courant d'opinion. Bien. Donc, démocratie ou régime représentatif. Et l'abbé Sieyès de dire, il va sans dire qu'ici, personne ne songe à mettre en place une démocratie. Nous allons mettre en place un système représentatif. Bon. Et donc, nous allons mettre en place un système dans lequel les citoyens, du moins ceux qui auront le droit de vote, éliront des représentants qui décideront à leur place. Des représentants qui seront détenteurs d'un mandat représentatif et non pas d'un mandat impératif, et qui par conséquent échappent complètement à ceux qui les ont désignés. Voilà. Pendant la durée de leur mandat. Alors, derrière ce petit calcul, cette démonstration, il y a un calcul de circonstance. Le calcul de circonstance est de rompre avec le mode de représentation d'Ancien Régime. Pourquoi ? Parce que les députés qui sont là dans l'Assemblée, ce sont des députés des 3 ordres, élus par le clergé, la noblesse et le tiers-État, des bailliages et des sénéchaussées, pour porter au roi des cahiers de doléances qui sont les demandes de la population. Ces députés, ils n'ont pas été élus sur un programme. Le mode de désignation a été l'inverse de celui que nous allons connaître dans quelques semaines. Les assemblées ont d'abord rédigé le cahier de doléances, et ensuite, ils ont désigné les porte-paroles chargés de porter ce cahier au roi. Le député n'est plus qu'un porte-parole qui est lié par le contenu du cahier. La situation est totalement inverse. Seulement, conjoncturellement, si on avait fait ça, on ne pouvait pas se proclamer Assemblée nationale constituante. On ne pouvait pas créer un comité de constitution. On ne pouvait pas rédiger une déclaration des droits de l'homme. Bref, on ne pouvait pas se lancer dans ce que les révolutionnaires appellent la régénération du royaume, c'est-à-dire la transformation de toute la société, de toutes les institutions, de tout le droit, la table rase et la reconstruction d'un monde nouveau. On ne pouvait pas, parce que les cahiers de doléances ne le demandent pas, tout simplement. Pour faire tout ce que les révolutionnaires ont fait, et ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, il faut s'affranchir du contenu des cahiers de doléances. Voilà. Et, en fait, la démonstration de Sieyès, elle vise à quoi ? Elle vise à escamoter la spectaculaire anticonstitutionnalité de tout ce qui a été fait par les députés depuis le mois de juin. La déclaration du 17 juin, le serment du jeu de paume, et puis ensuite la création du comité de constitution et la déclaration et la rédaction de la déclaration des droits, toutes choses que les cahiers de doléances, dans leur majorité, ne réclamaient pas. Alors revenons sur l'organisation d'Ancien Régime. Dans l'organisation d'Ancien Régime, les députés, il y avait une représentation qui était organisée dans les différentes expressions de ce que l'on appelait le gouvernement par conseil. Le roi a pour mission de faire régner la justice, et pour ce faire, il doit gouverner en prenant conseil, et les différentes
expressions de ce gouvernement par conseil sont son conseil étroit d'abord, le grand conseil ensuite, les états généraux, et puis les états généraux des provinces. Bien. Et puis, localement, il y a également des assemblées municipales qui s'occupent des affaires locales. Bien. Dans ce cadre-là, les députés sont là pour, les députés aux états généraux ou aux états provinciaux, pour faire remonter jusqu'au roi les attentes de la population. Voilà. Lorsque le roi convoque les états généraux, il les convoque pour trouver une solution à une crise grave, souvent pour trouver des ressources financières, donc avoir l'autorisation de lever un nouvel impôt, mais il les convoque aussi pour prendre le pouls, savoir ce que souhaite la population, quels sont les abus qu'il faut réformer. Voilà. Et donc les cahiers de doléances sont le moyen pour la population, pour les trois ordres, de faire entendre sa voix au sommet du royaume. Bien. Donc, les députés sont les porte-paroles. Alors, la logique de représentation est totalement différente. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de choisir quelqu'un selon les idées qu'il défend. Ce n'est pas le problème, puisque les idées, c'est celles de la population. Le député, il n'est qu'un porte-parole. Deuxièmement, il ne s'agit pas de choisir une représentation qui soit représentative de la réalité sociologique du pays. Peu importe, on veut un porte-parole. Et donc, comme on veut un porte-parole qu'on va envoyer au roi, on prend celui qui fera le plus honneur à la communauté. Et donc, celui qui aura le plus de poids pour porter la parole des autres. Bien. Donc, par conséquent, au sein du clergé, on désigne l'évêque, au sein de la noblesse, un gentilhomme de vieille famille, et puis au sein du tiers-état, on choisit des officiers du roi, donc des juristes ou des officiers de finance, des gens qui ont une assise, des notables. Voilà. Donc ce sont eux qui portent la parole des autres. Bien. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ces députés sont complètement tenus par le contenu des cahiers. Et ils savent en jouer. Quand en 1560, aux États d'Orléans, la reine-mère Catherine de Médicis a demandé, Charles IX avait 13 ans, non, il avait 10 ans à ce moment-là, a demandé un nouvel impôt. Les États ont répondu, c'est pas possible. Nos cahiers de doléances ne nous permettent pas de donner l'autorisation de lever un nouvel impôt. On ne peut pas. La reine-mère la régente a été contrainte de renvoyer les députés et de les reconvoquer en leur disant « allez demander l'autorisation de lever un nouvel impôt ». Et donc les États généraux ont été convoqués 6 mois plus tard à Pontoise. Et là, la réponse a été la même. Le tiers-État a répondu « nos gens sont terriblement pauvres, il n'y a plus d'argent. Bon. » Ça, c'est un classique. Hein, on fait toujours pleurer les chaumières. Voilà. On fait toujours pleurer dans les chaumières dès qu'il s'agit d'impôts. La noblesse, sire, la noblesse ne paie pas d'impôts, c'est bien connu. On verse l'impôt du sang. Il ne faut pas oublier quand même, sire, quand même, les grands principes. Bon. Et le clergé, non, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà. On a retourné le problème. Bon, faut de l'argent. On ne peut pas lever un nouvel impôt, donc on va aliéner le domaine du clergé. Alors le clergé s'est affolé. Pas d'impôt, on va vous trouver ce qu'il faut. On va verser un don gratuit. Voilà. Et c'est ainsi qu'est née l'habitude du don gratuit versé par le clergé, de cet accord de Poissy lors des États généraux de Pontoise en 1561. Voilà. Le clergé prenant l'engagement de verser tous les 5 ans, de voter tous les 5 ans un don gratuit qui est la contribution du clergé à la vie de la couronne. Voilà. Ce qui a permis au clergé d'avoir ses propres assemblées politiques pour voter le don gratuit. La noblesse n'a jamais voulu verser de don gratuit. Pas de don gratuit, pas d'assemblée. Voilà, c'est tout. Si elle voulait avoir des assemblées, il fallait qu'elle accepte ce principe. Donc voilà comment font... Alors, si on en est arrivé là en 1789, c'est aussi parce qu'il y a eu, lors de la réunion des États généraux, toutes sortes de manœuvres qui ont petit à petit
amener au basculement d'un système de représentation à un autre. Augustin Cochin a très bien décrit ce phénomène quand il analyse le fonctionnement des élections dans la sénéchaussée de Rennes et dans la sénéchaussée de Dijon. Il montre d'une part que le règlement électoral qui avait été adopté par le Conseil au début de l'année 89 affaiblissait les structures traditionnelles de représentation, voilà, et permettait à ce que lui appelle les sociétés de pensée, c'est-à-dire ces cercles de convivialité, les cabines de lecture, les loges maçonniques et quelques autres, de s'organiser entre elles pour imposer leurs hommes à la tête de la représentation du tiers-État. Voilà. Et ils se sont servis donc d'un règlement qui affaiblissait le fonctionnement traditionnel, et ensuite, lors des assemblées du tiers-État, ils se sont servis d'un certain nombre d'outils pour canaliser l'expression du suffrage. Voilà. À partir du moment où on rentre dans une logique représentative, le cœur du cœur, c'est l'art royal, comme on dit dans les loges, c'est-à-dire la manipulation des règles de représentation qui permettent, quel que soit l'état de l'opinion, d'avoir la représentation à peu près souhaitée par ceux qui tiennent les rênes. Voilà. Donc comment a-t-on fait à Rennes concrètement? On a commencé par montrer du doigt tous les officiers de justice, tous les officiers du roi et les officiers seigneuriaux, ceux qui étaient appelés à représenter le tiers-État. On les a montrés du doigt: vous êtes des ennemis du peuple, le peuple doit être représenté par ses amis et non par ses ennemis, vous êtes des ennemis du peuple, vous avez partie liée avec le pouvoir seigneurial, et puis évidemment toutes les injures qui accompagnent, vous êtes des aristocrates, etc. etc. Bon, ce sont des procédés que nous connaissons bien, on a simplement renouvelé le vocabulaire depuis. On les a montrés du doigt, menacés de mort, l'Assemblée délibérait encerclée par des manifestants, et ces officiers ont fini par lâcher prise et par se retirer. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus que les représentants des villes face aux laboureurs et aux artisans des campagnes qui avaient perdu tous leurs notables, tous ceux qui auraient pu les représenter et parler en leur nom, tous ceux qui avaient l'entre-gens, l'instruction, la notoriété pour prendre la parole. Tous ces gens-là avaient disparu, ils avaient été chassés, obligés de partir par. Il ne restait plus que ces laboureurs, ces artisans, qui étaient totalement, qui ne se connaissaient pas entre eux, face à des gens des villes qui, eux, se connaissaient entre eux et qui combinaient leurs actions. Deuxième étape, choisir par un mode de réduction progressif le mode de désignation qui permettra d'arriver à la représentation souhaitée. L'Assemblée du tiers-État, elle représentait 900 délégués des paroisses. 800 pour les campagnes, 60 pour les grandes villes, 16 pour la ville de Rennes. On a commencé par réduire à une commission de 200 pour rédiger le cahier de doléances, sachant que chacun devait donner la liste des noms qu'il souhaitait voir dans cette commission. Scrutin majoritaire à un tour. Comme les villes votent liste bloquée, les candidats des villes sont assurés d'avoir leurs 76 voix, les campagnes se dispersent. Et donc les candidats des campagnes arrivent presque toujours derrière. Sur 200, 76 sur 200, on sent déjà un peu mieux que 76 sur 900. On réduit encore à 50, et là les gens des villes avaient la majorité. Les sociétés de pensée contrôlaient la représentation du tiers-État. Et à l'arrivée, les 16 députés de la ville de Rennes, les 16 délégués de la ville de Rennes ont eu 5 sièges. Les 60 délégués des villes secondaires, Saint-Malo, Fougères, Vitré, en ont eu 2. Et les 800 délégués des campagnes en ont eu 1. Ça a été un des très rares laboureurs élus à Versailles en 1789, le bonhomme Gérard, une star en son temps. Bon, voilà. Et là, on voit comment, pour avoir la majorité et pouvoir ensuite se lancer dans la régénération du pays, les règles ont été contournées, triturées, forcées, de sorte à obtenir la représentation que l'on souhaitait obtenir. Voilà. Et avoir une confiscation
de la représentation par ses représentants des sociétés de pensée. Alors, concluons. Concluons sur ce point. J'ai évoqué deux conceptions du droit, deux conceptions de la légitimité du gouvernement et aussi deux conceptions de la représentation. Bien. Opposant la situation, la philosophie classique et les institutions de l'ancienne France à la pensée moderne et aux institutions issues de la Révolution. Il y a malgré tout, il faut en avoir conscience, une troisième conception du droit et une troisième conception de la représentation qui a fleuri à partir de la Révolution, qui est une conception idéologique. Dans cette conception, le droit n'est plus l'outil qui permet le règne de la justice, conception classique, ce n'est plus non plus la volonté générale, la conception révolutionnaire. Le droit, c'est désormais le moyen de tendre à une transformation de la société, le moyen de changer de civilisation. À partir de ce moment-là, le juge, ce n'est plus celui qui recherche l'équité en mobilisant toutes les connaissances dont il dispose, la conception classique. Ce n'est plus celui qui applique mécaniquement la loi au cas d'espèce, la conception révolutionnaire. Le juge devient un militant de la transformation de la société, de la transformation de la civilisation. Et c'est bien le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec un droit qui devient instable. Quand on va en justice, on ne sait pas trop, sur certains points, ce qui va sortir, parce que tout dépend de savoir si le juge veut procéder à une évolution, veut contribuer à cette évolution sociale, et à cet égard, les juridictions supranationales jouent un rôle extrêmement important. Bon. Et quant à la représentation, on retrouve la même chose. Dans la conception classique, la représentation, elle vise à porter la parole de la population. Voilà. Représenter la population pour porter un conseil, porter un avis. Bon. Et donc, par conséquent, on fait appel aux personnes les plus éminentes de la communauté. Dans la conception révolutionnaire, des individus élisent des représentants qui vont décider à leur place selon des règles qui sont soigneusement mises en place pour canaliser l'expression de leur suffrage et qui éventuellement seront changées si l'on réalise que la règle ancienne est susceptible de produire un résultat qui n'est pas le résultat attendu. J'ouvre ici une parenthèse. Dans l'histoire politique française, en matière de mode de scrutin, on a tout essayé. Tout essayé avec une imagination remarquable et en trouvant même le moyen à certaines époques de créer des exceptions départementales parce que dans tel ou tel département, l'application de la règle générale n'aurait pas eu l'effet que l'on souhaitait. Je pourrais développer ce point avec beaucoup d'exemples. Rappelez-vous les apparentements des années 50, c'était assez folklorique et ça permettait à une liste qui obtient 22% de n'avoir aucun siège et à une liste qui avait obtenu 9% d'en avoir un. Voilà, on arrivait à des résultats assez étonnants dans un système dit proportionnel. Bon. Troisièmement, la perspective idéologique de transformation de la société. Et là, eh bien, on canalise le choix même des électeurs en les obligeant à voter de manière bloquée. Regardez la modification du mode de scrutin pour les élections cantonales. Jusque-là, on élisait un homme par canton. Désormais, on élit une équipe, un homme, une femme et 2 suppléants. Vous votez pour l'un, vous voulez voter pour un, vous avez l'autre en prime. On a regroupé les cantons pour qu'il n'y ait pas plus de conseillers généraux, mais le regroupement des cantons n'a pas conduit à faire une économie d'élus. Il y a toujours autant de conseillers généraux, il y en a même un de plus. Un de plus, par département. Vous avez l'autre en prime. Voilà. 2 pour le prix d'un. 2 pour le prix de 2 d'ailleurs. Voilà. Et de même pour les élections municipales, jusqu'en 1965, dans toutes les villes, on pouvait choisir ses conseillers municipaux et rayer les noms. Après, on a restreint cette possibilité dans les grandes villes,
et puis de plus en plus, et maintenant on arrive aux communes de 1000 habitants. On est obligé de voter liste bloquée pour toute la liste, dans l'ordre dans lequel elle est, et donc dans l'ordre qui a été fixé par le parti politique. Et là encore, on se retrouve à des fins de parité, de transformation de la société, dans une dépossession du libre choix des électeurs, qui, à mon avis, participe grandement à la crise politique que nous connaissons aujourd'hui et au mécontentement très large que connaît la population. Alors, évidemment, une fois que ce constat a été fait, eh bien, nous voyons bien ce qu'il faudrait faire pour remettre les choses d'aplomb, c'est-à-dire retrouver la notion du bien commun, retrouver la notion de la finalité, remettre la finalité au cœur, c'est-à-dire la recherche de la justice, et puis retrouver l'idée que la société a une existence autonome de l'État, qu'elle a des structures naturelles et que ces structures naturelles ne doivent pas être étouffées par les règles fixées par l'État, mais qu'elles doivent pouvoir fonctionner de manière autonome. Je vous remercie. Encore une fois, un très chaleureux merci pour cet exposé si documenté, si clair. J'étais, moi, cette fois-ci très heureux d'entendre tous nos conférenciers parler distinctement, clairement, intelligiblement, en maîtrisant aussi les lois de la représentation auditive, sonore. Nous avons bien sûr un sentiment qui s'accroît encore depuis ce matin, un peu désespérant, de l'état qu'on nous peint de la société, de la crise actuelle. Nous étions, peut-être croyons-nous habituellement, être dans le purgatorio, maintenant nous sommes vraiment dans l'inferno, pour parler le langage de Dante. On a le sentiment qu'on nous brosse la fresque de cet univers du mensonge, un mensonge universel qui nous écrase, et derrière le prince du mensonge, comme il a été dit. Merci pour toutes ces précisions dûment fondées. Nous avons quelques minutes pour discuter avant la pause. Oui ? Ah oui, le micro. Qui veut d'abord intervenir ? C'est peut-être plus l'objet d'une autre conférence, mais est-ce que vous voyez l'influence, en partant du catholicisme, du protestantisme, et maintenant de l'islam, dans cette légitimité et cette représentativité? Alors, du protestantisme, bien sûr, en ce que, si l'on veut dresser, effectivement, ce serait l'objet d'autres conférences, les sources de notre modernité politique, eh bien, ce sur quoi a sans doute insisté Maxence Eckart ce matin, ou peut-être en a-t-il dit un mot, puisque c'est un de ses thèmes de prédilection, il faudrait insister sur le nominalisme au XIVe siècle, Guillaume d'Occam, il faudrait, comme l'a souligné Maxence Eckart dans une conférence récente, souligner la redécouverte de la pensée hellénistique, de l'épicurisme en particulier. En 1417, je ne connaissais pas la date, dans un monastère alsacien, on a dépoussiéré l'œuvre de Lucrèce qui avait été négligée, et puis plus tard, avec l'imprimerie, elle a été diffusée, et tout cela a alimenté la conception matérialiste du monde, qui ressurgit au XVIIe siècle. Et évidemment, il faut souligner le protestantisme. Le protestantisme qui s'appuie sur une conception nominaliste de la société et sur une conception nominaliste du droit, et donc positiviste du droit. Voilà. Qui prend l'exact contre-pied de la conception thomiste. Voilà. Donc le protestantisme est une étape importante qui ensuite a pu alimenter en partie la philosophie libérale. Je dis bien en partie parce que la philosophie libérale, elle est aussi le fruit de l'histoire spécifique de l'Angleterre. À bien des égards, l'œuvre de John Locke
vise à justifier les événements de 1688-1689, et la Déclaration des droits de 1689, c'est l'aboutissement de l'histoire constitutionnelle de l'Angleterre depuis la conquête par les Normands et la Magna Carta. Voilà. Donc ce n'est pas que le protestantisme, c'est aussi toute une histoire politique, ce qui explique que le libéralisme politique ait pu fleurir aussi spontanément dans le monde anglo-saxon et qu'il peine à fleurir hors du monde anglo-saxon. Voilà. Parce que cela correspond à l'histoire, au tempérament propre du monde anglo-saxon. Voilà. Alors après, quant à l'islam, aujourd'hui exerce une influence de par le rapport de force qui existe, mais pour l'instant, je n'y vois qu'un rapport de force qui tient à la présence musulmane dans notre pays et à la puissance financière de certains royaumes musulmans à l'extérieur et à la dépendance dans laquelle notre pays est tombé vis-à-vis de ces royautés pétrolières. Voilà. Sur cette question des religions, on pourrait imaginer de faire une journée à Murbach, dans ce couvent en Alsace, je vous y invite. Une autre question? Vous l'avez peut-être dit au cours de votre conférence, vous pourriez développer un petit peu comment la franc-maçonnerie s'est installée dans la société française? Alors je ne l'ai pas décrit, mais effectivement je peux en dire quelques mots. La franc-maçonnerie est arrivée en France, semble-t-il, dans les bagages de l'émigration jacobite au début du XVIIIe siècle. La première loge semble s'être créée en France en 1728, puisque en 2003, les loges ont fêté solennellement le 275e anniversaire de leur présence en France. Bien. Ils ont été en cette circonstance reçus à l'Élysée par Jacques Chirac, Place Beauvau par Nicolas Sarkozy, enfin voilà. Donc c'est un point de repère intéressant. Et à partir de ce moment-là, elles se sont développées, elles ont créé un réseau dans les grandes puis dans les petites villes de province au cours du XVIIIe siècle, malgré l'hostilité du cardinal Fleury qui était Premier ministre, malgré les très fortes réticences de Louis XV, mais qui dans le même temps, pour avoir un œil sur ce qui s'y passait, avait fait entrer son secrétaire d'État à la Maison du Roi, le comte de Saint-Florentin, le futur duc de La Vrillière. Bien. Et puis le lieutenant général de police, Sartine, en faisait partie aussi, ce qui permettait à la monarchie d'avoir un œil sur tout ça. Bon. Et puis, la franc-maçonnerie est entrée dans une phase plus active lorsque, à l'extrême fin du règne de Louis XV, elle s'est constituée en organisation avec le Grand Orient, à la tête duquel a été placé le franc-maçon le plus haut perché dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire le cousin du roi, comte de Chartres. Voilà, nous sommes là, 1773. Bon. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a une organisation qui est nationale et on a un réseau qui est de plus en plus dense et qui, dans les années 1780, couvre toutes les villes, beaucoup de petites villes et tous les régiments. Ça, c'est très important pour comprendre ce qui s'est passé en 89. Vous savez, un système politique ne s'effondre jamais parce qu'il est contesté par la population. Ça, c'est de la blague, c'est la version pour Paris Match. La vraie raison, un système politique ne s'effondre que lorsqu'il n'est plus défendu par ceux qui sont chargés de le défendre, c'est-à-dire sa police, son armée et sa justice. Et en l'espèce, dans le monde de l'ancienne France, par son armée. Voilà. Or, l'armée était devenue révolutionnaire, et l'armée était devenue révolutionnaire notamment parce qu'il y avait une ou deux loges par régiment qui propageaient les idées nouvelles et qui font que les sous-officiers en particulier avaient intégré, et certains officiers avaient intégré les conceptions nouvelles, voilà, et étaient du côté du changement. D'où l'échec des journées, l'échec essuyé par le roi en juillet 1789. Alors après, au moment de la Révolution, l'évaluation du rôle des loges est assez délicate. Pourquoi ?
parce qu'il y a eu des loges qui ont été très actives dans la Révolution, notamment la loge des Neuf Sœurs, où l'on retrouve beaucoup des grands régénérateurs révolutionnaires. Des personnes comme Rabot, Saint-Étienne, notamment Sieyès, je crois, en faisait partie, Danton, enfin voilà, beaucoup de personnalités importantes. D'autres. Mais de l'autre, on a eu des francs-maçons qui ont pris dès le début le parti de la contre-révolution. Et certaines loges ont été inactives. Bon, voilà. Donc il faut prendre en compte cette situation. D'autre part, le duc d'Orléans lui-même a été très actif, avec cette difficulté qu'il n'est pas facile de démêler si dans cette affaire il agit en tant que duc d'Orléans, c'est-à-dire en tant que grand seigneur dans une logique ancienne de mécontentement nobiliaire. J'ai à me plaindre du roi, je lui crée des difficultés en me servant des moyens qui sont à ma disposition, ou s'il est dans cette affaire un instrument de la structure dont il est le grand maître et qui se sert de lui et de sa fortune pour provoquer le changement. Je pense qu'il y a un peu des deux, voilà. Mais il est sans doute impossible de démêler la part des deux, voilà. Ce qui est vrai, c'est que le duc d'Orléans a quitté sa fonction de grand maître en janvier 1793 et que pour lui, ça a été le début des ennuis, voilà, puisqu'il est arrêté 2 mois plus tard. Mal terminé. Voilà. Oui.